Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en podcast La Sueur. Fernand en parlait comme d'un potentiel problème. Cet homme est un problème, oui. Jailton Almeida s'est imposé par soumission au premier round face à Jairzinho Rozenstruik. Franchement, très impressionnant. On va voir tout ça avec Big Rusty, mais en tout cas, le prospect annoncé tient toutes ses promesses. Passé par les Contender Series et qui s'était imposé face à un gros test déjà contre Nasruddinov, il confirme et là il poursuit salement son ascension. Mr. Big Rusty, générique. Soit. Paris sur le MMA avec une Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur les meilleures cotes avec une Unibet. Jailton Almeida s'est donc imposé par soumission au premier round face à Jairzinho Rozenstruik. Pourtant, moi j'ai eu un petit moment où je me suis dit, oh, c'est dès qu'il tente sa première tentative de takedown, qui vraiment, il s'est pris limite un gros raffut, c'était pas très académique, mais tu vois un truc un petit peu autoritaire de la part de Jairzinho Rozenstruik en défense de takedown. Je trouvais que c'était pas mal. Après, c'est vrai que cette tentative de takedown était, on peut le dire, complètement téléphonée de la part de Jailton. Ensuite, il a un tout petit peu taffé et c'était game over tout simplement. C'est impressionnant. Les gars, pour vous donner la statistique, parce que quand ils l'ont dit à l'antenne lors de l'interview post-fight, j'étais en mode, attends quoi? On savait que Khamzat, tu sais, il y avait une stat de porc comme quoi il avait mis genre 300 coups, il en avait pris 2 sur ses 4 premiers combats, un truc comme ça. Bah là, Jailton Almeida, si on ne compte pas son truc au Dana White Contender Series, si on considère qu'il que ne compte pas comme l'UFC. Voilà. Donc il a fait 5 combats depuis qu'il est à l'UFC. Il a encaissé que 2 coups significatifs. Et tout le reste, en fait, c'est lui qui met des takedowns, il monte sur les mecs et il les bute. Et donc, c'est 100% de finish. De toute façon, il a 100% de finish dans sa carrière, en général. Il a aucune décision. Et là, en 5 combats UFC, c'est non seulement que 2 coups significatifs encaissés, il arrive à mettre ses mecs au sol et il en fait ce qu'il veut. Et tout au premier round, sauf contre Shamil Abdouragimov, c'est n'importe quoi, ces statistiques. Parce que là, oui, on a eu bis repetita avec donc double leg de la part de Jailton Almeida, qui est par contre bien bloqué par Jairzinho Rozenstruik, qui arrive à bloquer une de ses jambes. Ensuite, il continue de travailler Jailton, il passe en mante. Ensuite, il se tourne Jairzinho Rozenstruik parce qu'il commençait à prendre un gros ground and pound, étranglement arrière, emballer ses pesées. Voilà. Ah ouais, mais en fait, c'est vraiment le genre de bail, comme avec Federer tard l'époque, c'est que tu dis c'est facile en fait. Bah ouais, il suffit juste. Et tu sais ce qui va se passer. Et tu sais, tout le monde sait. En fait, ça devient presque un running gag parce que le moment où ça commence, il fait sa première tentative de takedown, mais tellement téléphoné, effectivement, de malade. Il y a même pas de setup, il y a rien, juste vas-y, je plonge, j'essaie. Bon, ok, d'accord, je vais taffer un peu, d'accord. Mais le moment où il met son espèce de, son front kick qui est mal intentionné, mais qui est surtout là pour te faire te redresser, etc. C'est devenu un running gag parce que tu sais que quand tu vois ce front kick, c'est un peu comme dans Harry Potter, tu vois le chien noir, je sais plus comment il s'appelle, tu sais que t'es mort. Bah là, c'est pareil, tu vois le front kick, tu dis, ah, bon, bah ça va shooter. De toute façon, tu sais que ça va shooter quoi qu'il arrive. Mais effectivement, bah dans la seconde d'après, il fait, je crois, c'est un overhand à moitié, juste pour dire, te le prends pas quand même, mais je viens pour les jambes. Et en fait, tu te dis, c'est facile, effectivement. Parce que ce qu'il arrive à faire, il le fait, c'est pas sans aucune opposition, parce que, bon, c'est Biggie Boy, c'est pas non plus, c'est pas Roger Gracie en face. C'est Big Boy. Biggie Boy, non. Mais en face, d'accord, il est là pour neutraliser au maximum, c'est comme Conor contre Khabib, tu sais que c'est qu'une question de temps avant que le mec ne réussisse à progresser, mais ça se fait d'une manière qui est tellement belle, c'est tellement beau, ces progressions. Il a passé un petit peu de temps où il galérait un peu à progresser, il progressait tranquille, mais plus lentement quand c'était à l'ouvert. À un moment donné, il a réussi à se rapprocher de la cage. Bon, là, ça a été un petit peu plus vite. Mais la manière dont il passe... alors, je crois que voilà, il était en full guard, puis après, il a avancé en demi, puis après... Enfin, c'est une espèce de cheminement, le cheminement classique, tu vois, genre jiu-jitsu brésilien, tes 10 premières séances, pas comment tu passes, quelle séquence tu fais pour arriver dans le dos ou dans la mount. Mais ça se fait d'une manière qui est tellement fluide, tellement belle. Tu sais, t'as l'impression qu'il y a pas vraiment de mouvement qui est là, où tu sais pas ce que ça fait là. Il a tellement d'années-lumière d'avance, en fait, sur, c'est Clément Marcoux parlait de formes de corps qui sont vraiment spécifiques. C'est le mec, il a, dès le début, il a réussi à allier vraiment tous les arts de préhension, le grappling, la lutte, enfin, le JJB, enfin, tout,
pour le MMA, c'est-à-dire que tout est adapté pour le MMA dès son plus jeune âge, et il est tellement loin des autres que en fait, ça paraît simple quand il le fait. Et effectivement, la manière dont il arrive dans le dos, boum, comme ça. Enfin, il arrive en mount. Et tu sais, ça faisait très McGregor versus Diaz 1-esque, où en gros, il met un peu de ground and pound. Ça fait mal, hein, c'est pas fait que pour faire joli, mais tu sais que c'est surtout pour que le mec fasse un mouvement juste pour essayer de se dépêtrer. Et là, il chope la nuque et c'était terminé en moins de temps qu'il faut pour le dire. Donc en fait, cette impression de tu ne peux rien faire. J'ai tellement envie là maintenant, je sais que alors, d'après ce que j'ai compris, il a call out Tai Tuivasa, c'est pas le bon bail, je pense. Enfin là, j'étais en train de regarder le il top veut 10 de uniquement Tai l'UFC. Tuivasa pour le classement, parce que et c'est pas le bon bail. Pourquoi Rusty dit ça? Parce que on sait que ça va se terminer extrêmement rapidement. Le seul avantage, c'est qu'il va prendre sa place dans le classement. Mais moi, j'ai pas envie de le voir non plus parce que Non. c'est un combat de merde. C'est un combat de merde parce que non mais quand je dis ça, c'est que Tai Tuivasa, moi, je veux le voir combattre. Mais quand je veux le voir combattre, c'est dans des combats contre Cyril Gane. Enfin, tu le mets contre des strikers et tu sais où. Ou contre Pavlovich, où tu sais qu'il va se passer un feu d'artifice. Ou par exemple, tu fais un Rosenstruck contre Tai Tuivasa, là je signe tout de suite. Parce que tu sais que tu vas avoir une guerre nucléaire. Là, ça va être de la merde parce que il va arriver, il va le mettre au sol, il va le finaliser. Je ne veux pas voir ça. Voilà. Bah non, parce qu'on n'aura pas appris grand-chose. Non, moi je veux voir Blades contre Almeida. Mais oui, mais en fait, en vrai, parce que là, ça ferait quand même un sacré saut dans le classement. Mais je suis chaud aussi, mais ce serait peut-être un peu trop un gros saut. Bah quoique, ce sera contre le 9ème contre, parce qu'il va prendre la place de... Ouais, il va prendre la place de Rosenstruck. Donc 9ème contre 4ème. Ouais, j'avoue, c'est pas si déconnant, parce qu'en fait, j'étais en mode, si on doit faire une progression, et ne pas passer direct de Rosenstruck à Curtis Blades, parce que ça fait quand même un gros choc, je pense, de passer de Rosenstruck à Curtis Blades. Mais en vrai, même, ils ont pas de combat là. Je vois ça sur Tapology. Même des gars comme, que ce soit Alexander Volkov ou Sergei Spivak, en vrai, moi, je suis chaud, tu vois. Enfin, c'est des gars, ils sont plutôt solides, Spivak du coup. Peut-être plutôt Spivak, en fait, parce qu'effectivement. Voilà. Pardon, parce qu'on s'est mutuellement coupé la parole parce que les profils comme ça. Comme on sait que tous les strikers, il va salement les mettre dans le mal, moi j'ai envie de le voir tester contre un mec qui lui apporte, un peu comme quand il y a eu Islam Makhachev contre Tsarukyan, où vous avez deux mecs qui sont excellents en grappling, et donc vous les faites s'affronter, parce que là vous allez avoir une vraie opposition, et deux, ça vous permet clairement de savoir dans la hiérarchie lequel est le plus chaud là-dedans. Moi c'est ce que j'ai envie de voir, parce que tous les autres combats contre des strikers n'ont pas vraiment d'intérêt, parce que même, enfin, je veux dire, même, c'est toujours ce risque-là quand il se passe des trucs comme ça, c'est que vous ne connaissez pas Jairzinho Rozenstruik, vous venez de voir ce combat-là, vous êtes obligé d'expliquer à votre pote qui a regardé le combat avec vous pourquoi est-ce que le mec était chaud. Parce que le gars qui a pas vu ses combats avant, il se dit bah ok, le gars il s'est fait finaliser en 4 minutes, bon. Ouais, quel est l'intérêt quoi. Non, c'est pour ça, franchement, Volkov, juste parce qu'il est complet, même si c'est quand même un gros ascendant striker, mais il est quand même plus complet, il a quand même de la bouteille, et je pense que ce sera moins facile en tout cas que contre Rozenstruik. Mais en soi, alors, et bon, on en fera peut-être un podcast, j'en sais rien, mais contre Cyril, mec, je flippe tellement. Mais je flippe tellement. Ouais, non, chaud contre Cyril, le seul truc où je me dis ça peut être intéressant, c'est que pour l'instant, il n'a pas affronté de profil Cyril. Quand je dis il n'a pas affronté de profil Cyril, c'est là, il se tape tous les poids lourds un peu pâteaux. Voilà. Donc, affronter un gars comme Cyril Gane, qui bouge bien, ça peut, et qui bouge bien, et surtout que, enfin, Cyril, toute sa carrière, il a été face à des mecs qui voulaient l'amener au sol. Et c'est vrai que là où Jelton, moi, il m'a pas forcément rassuré, c'est l'approche qu'il fait sur le premier takedown. C'est l'approche qu'il fait, et même comme t'as dit, le front kick, c'est presque, entre guillemets, trop facile, en fait. C'est, tu combats un mec, tu sais exactement ce qui va se passer, et t'as même ce droit à l'erreur, là. Contre un mec comme Cyril, tu vois, je veux pas dire qu'il va passer une nuit très compliquée, mais si tu fais des pièges un peu trop simples comme ça ne marchera pas. Donc c'est pour ça que j'ai envie de le voir avec soit un gars qui soit un petit peu plus sophistiqué que les mecs qu'il a affrontés jusqu'à présent en termes de striker, ou soit contre un mec qui est ce profil lutteur-là pour vraiment le tester, et parce qu'aussi, c'est important de le dire, c'est que là, Jelton, il affronte un gars qui pesait 120 kg, il en pèse 106, donc il y a toujours des grosses différences de poids. Et c'est vrai qu'un Curtis Blades qui pèse ses 118 kg, je pense qu'il les sent passer aussi. Donc donc c'est pour ça, il fait peur pour Cyril, mais au regard de qui il a affronté, et des petites facilités dans lesquelles il est en train de tomber, mais la performance valide la méthode, donc à un moment donné, ce que je dis, le gars il a fini son gars en un round, qu'est-ce que je peux dire, mais c'est juste attention quand même, attention,
Donc, En fait, moi, le problème que j'ai, c'est que je suis d'accord dans le sens, factuellement parlant, il n'a jamais affronté de striker comme Cyril. Mais en fait, le problème, c'est que je peux pas m'empêcher de me dire, allez, ça peut être soit un 3 rounds, mais sinon un 5. Sur 15 minutes, Cyril, tu sais, il va faire des trucs de fou, mais je me dis, ça veut dire qu'il faut pas qu'il soit mis au sol une seule fois en 15 minutes, parce que là, ça me fait chier de le dire, mais si Cyril est mis au sol par Almeida, je pense que c'est terminé. Enfin, je sais que Cyril, il est meilleur au sol que ce qu'on pense, parce que bon, voilà, il y a eu John Jones, c'est vrai, il y a eu Francis, d'accord, mais je sais qu'il est meilleur que ce qu'on pense, mais est-ce qu'il est au point où il arriverait à neutraliser ou deux se relever contre Almeida? Non. Ouais, mais sauf que c'est le plan comme quand il y a les Adesanya qui arrivent à faire son run sans se faire amener au sol. C'est ça. C'est il ne faut pas se faire amener au sol parce que c'est comme, enfin, je veux dire. Mais Adesanya n'avait jamais affronté non plus de gars qui voulaient le mettre au sol de manière aussi active qu'un Khamzat, et d'où d'ailleurs le match-up Adesanya-Khamzat qui nous intéresse, et d'où le match-up Almeida contre Cyril. C'est pour ça. Donc donc beaucoup d'interrogations, mais c'est sûr que si Cyril se fait amener au sol par Almeida, c'est très très chaud. C'est très 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 chaud. Oui. Là il y a absolument pas de souci, mais je pense que pour l'instant c'est pas d'actualité. Et si l'UFC fait un truc comme ça, ça va venir vite en vrai. Ça va venir vite, mais je veux dire, s'ils le font pas en mode UFC Paris, c'est clairement qu'ils ont abandonné tout espoir en Cyril. Mais sauf que c'est clair. Pourquoi on dit ça? C'est parce que Cyril est toujours classé numéro 1 chez les lourds, et Almeida là sera 9ème, donc tu fais le 9 contre le 1, tu fais un peu louche ça. Mais donc je pense que l'UFC, s'ils sont amenés à faire ça, c'est dans début 2024, quand Cyril il sera revenu à l'UFC Paris, lui il aura enchaîné les victoires, et là tu fais le combat entre les deux. Mais ouais, là pour l'instant aujourd'hui, moi j'ai envie qu'on avance, parce que c'est comme ce qui peut se passer avec d'autres gars qui explosent tous les mecs. J'ai pas envie qu'il y ait ça pour la catégorie, parce que ça fait aussi que vous perdez de l'intérêt sur différents combats, parce que vous les avez vus se faire laver par d'autres mecs. Aujourd'hui pour moi Almeida, la seule interrogation que j'ai, c'est les petites facilités, mais les facilités, il est tombé contre Jairzinho Rozenstruik, on l'a déjà vu se faire exposer par des mecs aussi bien en striking qu'au sol, donc peut-être aussi qu'il était en mode clairement ça va arriver, il y a pas de souci. Mais moi j'ai envie de le voir face à des gars qui sont solidement dans le top 5, top 10, et j'ajoute aussi, avec ses adversaires qu'il aura potentiellement, des mecs qui ont aussi cette carrure de véritable heavyweight, parce que ça va être, je pense, un souci à terme pour lui, quand il va affronter des top gars, c'est que t'as quand même 15 kilos d'écart. Donc ça peut avoir son importance. Voilà, c'est ça. Et disons que même s'il l'a déjà fait contre Abdouragimov, contre la Rozenstruik, contre Parker Porter, des mecs qui font déjà 15 kilos de plus que lui, c'est la raison pour laquelle on dit ça, c'est vraiment... Enfin, quand tu as 15 kilos de plus et qu'il y a un énorme différentiel de compétences, il n'y a pas de problème, il peut le gérer Almeida, mais quand tu as 15 kilos de plus, le mec en face, et qu'en plus il a un très bon niveau au sol, là ça devient autre chose. Parce que par exemple, un Alexander Volkov qui est extrêmement grand, il s'était pris des takedowns contre Curtis Blades, mais il se relevait à chaque fois. Et Curtis Blades, si vous voulez regarder le combat, il s'était imposé par décision unanime, à la fin il était pas bien du tout. Et ça aussi c'est un point d'interrogation avec Jelton, c'est que pour l'instant il finit tous ces mecs très rapidement. Mais quand tu tombes contre un gars qui se relève, ok, tu gagnes le combat, y a pas de souci. Tu gagnes le combat, mais ça commence à taxer un peu. Au 4e round, quand tu vas essayer de l'amener au sol, peut-être que ça va être un peu compliqué. Et peut-être que là, Volkov, il va dire bah là, c'est un peu plus difficile. Allez, c'est parti, on va t'allumer. Donc ça peut être, donc ça peut être intéressant aussi de voir ça, parce qu'il y a aujourd'hui, pour l'instant, pas mal de points d'interrogation, comme avec Sergei Pavlovich, où oui, on flippe de ce gars-là, mais il y a toujours beaucoup de points d'interrogation qui l'entourent. Et tant qu'on n'a pas vu ces mecs-là dans une situation de ce type, c'est très compliqué en fait de se prononcer, de dire aujourd'hui Jelton, il est calibre champion, calibre GOAT, il va exploser John Jones ou je sais pas trop quoi, parce qu'on ne l'a toujours pas vu contre un crack de chez crack en lutte. On ne l'a toujours pas vu aussi sur 3 rounds, donc je veux dire qui va puiser dans les profondeurs à haut niveau à l'UFC aussi. Donc c'est autant de points d'interrogation qui mériteraient des réponses. Ou pas, hein, parce que si ça se trouve, le mec il va faire toute ça. Enfin, à la Francis, où quand t'exploses tous les gars en un round, à un moment donné. Tu les oublies en fait. C'est ça, c'est terminé. Mais voilà, mais sauf que Francis, sa victoire contre Cyril, ça a permis à beaucoup de gens de se dire, moi y compris, même toi, de se dire, waouh, le mec qui était cuit, 2 premiers rounds, il les perd, il inverse la tendance, en plus il fait par les salutes, et il est sur une jambe. Ouais. Pas mal. Mais aussi, on a fini?
je pense. Oui, je crois. Mais en je tout cas, pense, ouais, hein. Jeldon nous fait toujours autant flipper, des stats de malade, une série de victoires Admirable. impressionnantes. Shout out à ma sweet pea, ma sweet Yeah, potato. j'étais là, j'y ai pensé cette Let's fois-ci. go, moins 30% sur tous mes protéines avec le code la sueur. See ya!